Bonjour, je suis dans comme ça c'est interactif. Donc, les rendez-vous de kératite, il y a des virus, il y a différents virus, et puis il y a aussi les atteintes qui sont post-virales et qui sont généralement post-virales. Alors, la cause la plus fréquente, ce sont les adénovirus et la kératite épidémique avec un nœud rouge, avec un ganglion. Et ces patients, à la suite, font des problèmes de kératite sous-épidémiale qui peuvent durer très longtemps et sont parfois très difficiles à traiter. Alors, je voulais parler de la pathogénèse en disant qu'il y a deux choses pour cette réaction des kératites sous-épidémiales. C'est les cellules résidentes dans la cornée qui donnent une inflammation agressive dendritique et puis l'immunité des cellules T, donc il y a nécessité soit de cyclosporine, soit de cortisone. Donc il y a un article que je trouve très très intéressant qui est sorti en 2017 et qui change un petit peu la manière de réagir, se rendant compte que lorsqu'on utilise l'isobétadine avec des gouttes de cortisone, on arrive à vraiment faire une prévention totale de cette kératite sous-épidémiale qui dure longtemps, tandis que le traitement qui ne contient que de la cortisone fait durer moins longtemps, mais à jusqu'à 44% de patients qui ont des kératites sous-épidémiales durables, immunes, tandis que les patients qui n'ont que du sang physiologique font moins d'atteintes et guérissent plus vite, mais font que 20%. Donc le pire, c'est finalement la cortisone sans povidone. Le morceau le plus difficile, en fait, c'est le traitement et l'ensemble des kératites herpétiques. Alors, on a différents virus de la famille herpétique, l'herpès simplex 1 et 2, la varicelle, le cytomégalovirus qui donne finalement plus de problèmes qu'on ne pensait au départ, du point de vue kératite et urite, et le Epstein-Barr qui fera partie de cette exposition. Alors, chose fort importante dans la manière de traiter, c'est que dans l'herpès simplex et l'herpès zoster, le réservoir se trouve au niveau du ganglion et il est maintenu en latence par les cellules lymphocytes et donc il y a une réactivation qui se fait via le nerf. Ça veut dire que lors du traitement, la prévention, on va devoir traiter par de la sphère orale pour empêcher que le virus ressorte. Tandis que pour le virus du CMV, la pathologie est relativement différente et la latence ne se fait pas au niveau du ganglion, mais elle se fait au niveau de la cornée l'iris. Ça veut dire que cette latence, eh bien, elle est locale et elle est maintenue par deux cellules différentes, les cellules B et T. Donc la réactivation, eh bien, elle va se faire au sein, elle va se faire au départ des réservoirs qui se trouvent dans l'œil. Ça veut dire donc qu'un traitement local par du vivant va permettre d'éviter cette incidence ou éviter l'harcèlement. Donc c'est vraiment important cette différence de pathologie qui sont dans deux virus de la même famille herpétique. Alors on a dans cette pathogénèse donc des cellules au départ qui sont ces cellules inflammatoires avec des macrophages qui attaquent la cornée, et puis on a un problème supplémentaire qui est cette évolution vers la néovascularisation de la cornée et qui joue un rôle dans les futurs risques suite aux greffes de cornée et notamment les rejets de greffes de cornée dans des CSI nécessaires. Alors, quels sont les types de kératite herpétique? On a des tas de formes cliniques qui sont des formes cliniques différentes. On a d'abord la forme épidémiale, qui est infectieuse, mais on a aussi le problème neurotrophique dont je parle plus tard, les causants, et puis la kératite immune, l'endothélique. Je vais passer par les différentes. Donc sur la diapo de vous avez la kératite avec les océans. Alors la kératite infectieuse avec les océans épidémiales est très différente. Vous avez de nombreux petits lésions qui n'ont pas un aspect identique à celle de l'herpès simplex, qui a un goût infectieux. Et lorsque un patient est traité par corticoïde ou est immunodéprimé, on peut avoir un élargissement très important des lésions de surface et qui peuvent même se déposer. On verra ça juste après.
on n'a pas détecté réellement des lésions de kératite dans le CNV, peut-être que ce sera le cas par la suite. Donc, ces keratites étaient donc infectieuses et les patients qui ont été infectés par l'herpès simplex ou l'herpès zoster ont un problème important qui est la perte de sensibilité de la cornée. Ici, une patiente qui a fait plusieurs poussées, vous voyez les lésions multiples, et donc on a une atteinte ponctuée, superficielle, due à la perte de la sensibilité. Malheureusement, certains patients développent des ulcérations au long cours avec ce bout ourlé tout à fait typique et qui sont difficiles à traiter, qui nous donnent des complications. Comme vous voyez ici, cette patiente a eu finalement un abcès parce qu'il y a une adhérence plus grande des microbes au centre, et vous voyez toujours ce bout ourlé très caractéristique. Et au long cours, surtout quand il y a une infection, vous avez la neovascularisation qui rend le futur difficile. On ne sait pas exactement ce qu'il en est pour le CNV, mais il n'y a pas de bonnes études prospectives. Mon expérience, c'est qu'on a moins de perte de sensibilité dans le CNV que dans l'HSV et les VZV. Chez les patients toujours qui sont traités par cortisone, on peut avoir une kératite nécrosante. Vous voyez ici que les bords de l'ulcération ne sont pas des bords ourlés, et ce patient a en fait eu un dendrite, et très rapidement après, s'il y a un creusement, et c'est provoqué par la prolifération du virus dans le stroma, mais ce patient ne souffre pas de kératite neurotrophique, c'est un phénomène aigu et qui peut se traiter en diminuant le cortisone bien sûr, et certains des patients ont ça lorsqu'on n'a pas fait le diagnostic de kératite herpétique. L'élément suivant, c'est la kératite stromale, et qui est celle qui nous ennuie tout particulièrement, puisqu'elle est de très très longue durée. Alors, la kératite stromale est différente dans le VZV, dans mon expérience. L'essentiel des patients dans le VZV ont des kératites sous-épithéliales qui sont plus larges que celles qui sont observées dans l'adénovirus et qui sont multifocales au même moment. Elles surviennent très souvent dans les semaines qui suivent un zonage. On a ici des exemples de kératite stromale. Vous voyez dans la diapo de gauche qu'on a une atteinte multiple qui est thalassématiforme. Et si on regarde sur la diapo centrale, vous voyez que l'atteinte est une atteinte de l'ensemble du stroma et qui peut, sur la diapositive de droite, avoir des formes qui sont des formes arciformes. Évidemment, si ce n'est pas traité, on a une évolution toujours avec cet appel vasculaire, avec une endothéliite importante. Lorsque l'endothélite est très importante, avec une kératite disciforme sous-jacente, on ne voit pas les vaisseaux, on ne voit pas les précipités, mais si on commence à traiter, on peut voir comme à la diapo de droite, cette fois-ci c'est un VZV, les plis au niveau stromal, et puis vous voyez les précipités petit à petit apparaître. Donc souvent, une fois qu'on voit apparaître les précipités, c'est que le patient va mieux parce qu'en fait ça devient transparent. Donc l'édème diminue petit à petit. Alors ces cas d'endothélites sont souvent associés à une uvite, et donc on a souvent des cellules dans la chambre antérieure. Les endothélites, comme vous pouvez voir sur la diapo de gauche, permettent ici à l'empafant de voir à la fois une inflammation stromale qui peut être superficielle, profonde, mais on voit un investissement de l'endothélium. Dans mon expérience, la manière la plus simple et facile de voir, de faire le suivi, parce qu'il n'est pas toujours facile lorsqu'on voit la blancheur de la cornée, de voir si c'est encore actif ou pas. Donc l'évolution de l'OCT de cornée permet d'une part la diapo supérieure, de voir l'activité au niveau de l'endothélium. Vous voyez là, l'endothélium est blanc, et petit à petit, cet endothélium devient moins épais et moins édémateux. Et puis vous voyez chez ce même patient, au bout de quelques mois, ça peut prendre beaucoup de temps, que l'épaisseur de la cornée diminue. Donc ça aide, j'aime bien aussi la pachymétrie, ça aide à voir si on a une réponse au traitement. Les traitements sont souvent de très très longue durée, ça se compte en nombre d'années.
Dans les diciformes, donc la kératiciforme survient à la suite d'une endothélite. Vous avez des formes qui sont des formes diffuses et puis les formes linéaires. Et les patients qui font des récidives peuvent faire des récidives à différents endroits. Ce n'est pas toujours une récidive au même endroit, c'est donc souvent des récidives à différents endroits. Les précipités rétrokératiques donc, sont présents dans l'uvite et sont présents dans la kératite. Ils ne sont pas identiques dans l'uvite et dans la kératite. Si vous voyez la diapo supérieure, qui est un cas d'herpès simplex 2 chez une patiente qui avait eu une nécrose rectilienne aiguë et qui a fait une récidive d'uvite antérieure, et vous voyez que les précipités sont larges, blancs et en triangle inférieur, ce qui est un signe d'uvite. Cette patiente n'a pas fait de récidive de kératite. La deuxième diapo est un CMV, c'est un syndrome de Bessler-Schussmann, avec des précipités de moins grande taille et qui sont soit au niveau de la périphérie nervique, soit au niveau central. Et ces patients, également avec du CMV, peuvent faire un aspect, surtout en Asie, de kératite de Fuchs, avec une uvite de Fuchs. Mais la différence, on va verra plus loin, c'est qu'ils font souvent une atteinte de la cornée en plus d'un aspect de précipité diffus. Et dans la diapo inférieure, vous voyez cette endothélite. Vous voyez donc que non seulement il y a des précipités, mais en plus, vous avez au-dessus de ces précipités un édème diffus. Donc ceci, c'est un cas tout à fait caractéristique d'endothélite herpétique. Alors, on a donc toujours cette grande difficulté de déterminer s'il s'agit d'une uvite ou s'il s'agit d'une kératite. Alors les Japonais, dans les cas de CMV, qui sont beaucoup plus importants en Asie que chez nous, ont trouvé une classification qui est intéressante et qui est une classification en disant que soit on a une endothélite qui est une endothélite tout à fait typique, avec un aspect de précipité uniquement, et puis des cas d'endothélite qui sont moins typiques et qui ont, en plus de ces précipités que je vais montrer par la suite, des indentes tout à fait typiques à celles des herpès simplex et herpès zoster, et qui sont en fait des kératites diciformes ou des kératites stromales. Donc, ils prennent les précipités du CMV comme de l'endothélite et les précipités plus kératistronales comme une endothélite atypique. Donc ici je reprends les exemples. Vous avez au-dessus cet aspect tout à fait typique de précipité que vous voyez dans la diapo de droite en haut, qui est cette atteinte typique. Vous avez un aspect qui s'appelle cone shape, donc en petits précipités qui forment une pièce de monnaie et qui sont localisés de manière groupée au niveau de l'endothélium, tandis qu'en dessous, c'est des patients aussi, c'est des patients de chez nous, mais qui étaient des patients asiatiques et qui avaient, comme vous voyez dans la diapo à gauche en bas, un aspect linéaire où vous avez trois kératites linéaires diciformes qui sont enroulées les unes autour des autres, et puis un autre patient qui a des atteintes diciformes, des atteintes stromales multiples et en même temps des précipités. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait typique. Vous voyez, ici j'ai repris l'aspect à gauche en bas, un précipité blanc central dans un cas de CMV, et autour il y a une auréole et qui correspond à une inflammation endothélienne, tandis que même diapo, vous avez cet aspect tout à fait typique, 95% de confidence intervalle, montrant que c'est vraiment totalement typique. Quand vous avez ça, vous savez que vous avez un CMV. Donc encore voilà ici l'aspect dont je vous ai parlé, qui peut être linéaire, comme je vous ai montré sur les photos ici. Voilà, ici. Alors, dans l'huile de Fuchs, on a des précipités qui sont des précipités tout à fait caractéristiques sur l'ensemble de la cornée et ceux qui sont pour l'aspect étoilé et qui peuvent être en plus légèrement granulomateux. Mais dans l'huile de Fuchs habituellement, qui est due le plus souvent dans nos pays, en tout cas, moi je vis en Belgique et ça me chose en France, qui est due au virus de la rubéole. Nous avons fait une étude avec les Hollandais montrant que c'était 100% de virus de la rubéole, et puis on a refait une étude parmi les patients montrant qu'on avait quand même quelques patients qui avaient du CMV, tandis qu'en Thaïlande,
eh bien, on a 67% de CMV et puis 30% de virus de la rubéole. Donc c'est un petit peu différent. Et donc, comme je le disais, ces patients CMV qui sont atteints par cet aspect du vide de Fuchs, eh bien, vous voyez qu'il faut en plus des petites zones d'endothélites typiques qui sont des zones correspondant à un aspect caractéristique du CMV. Un autre aspect caractéristique du CMV qui permet de faire les résultats anciennes, c'est que par rapport à l'herpès simplex, on a cet aspect tout à fait caractéristique de perte de cellules endothéliales, et ça aide aussi à faire le diagnostic, avec en même temps moins de tendance à faire une atteinte de perte de sensibilité. Alors, quelles sont les lésions autres qui nous permettent de penser au diagnostic? Alors, pour l'herpès simplex, on a souvent des vésicules qui peuvent survenir en même temps ou généralement pas en même temps que la kératite, tandis que dans l'herpès zoster, vous avez typiquement le patient qui a un zona avec l'atteinte nasale et puis qui fait, après quelques semaines, une uvite, un peu plus rapidement une kératite et également une bisclérite. Et donc ça, c'est généralement peu de temps après. Alors, statistiquement, les yeux qui sont les plus rouges et larmoyants sont l'herpès simplex, tandis que l'herpès zoster, après le zona, fait souvent une bisclérite qui dure quelques semaines et qui est un peu différée. Ça permet aussi de faire la différence avec le CMV qui, lui, est généralement non associé à une rougeur. L'association avec les altérations de la transparence au niveau de l'iris peut nous aider également à faire le diagnostic. Elle est la plus fréquente dans l'herpès simplex. Et vous voyez à la diapo deuxième en partant du haut, cet aspect typique qui correspond à l'équivalent de vésicule diacrétique sur l'iris. L'iris peut devenir tout à fait transparent si le patient a des récidives de longue date et si ce patient est traité par exemple par cortisone sans faire le diagnostic. Lorsque on a un herpès zoster, on a un petit peu plus souvent un aspect qui est moins arrondi, et lorsqu'on a un CMV, l'aspect est beaucoup plus comme grignoté par des mythes avec des toutes petites zones et qui sont souvent non transilluminées. Alors, ici, on a, pour les patients où le diagnostic n'est pas évident, c'est évident que si on a un dendrite tout à fait caractéristique, ou si on a cela, le diagnostic, on l'a lorsqu'il y a une atteinte avec des défects dans l'iris, c'est aussi utile de faire un diagnostic, mais parfois, eh bien, on a une endothéliite qui n'en finit pas, et il est très important de savoir si c'est un herpès simplex ou un herpès dû au CMV, parce que le traitement est tout à fait différent. Pour ces cas difficiles à diagnostiquer, on a deux possibilités. On peut faire des pensions de champ antérieur pour tenter les cellules et on pourra faire à ce moment-là une PCR. Et puis on peut éventuellement, quand c'est accessible, faire un rapport de Mann-Whitmer pour des cas qui seront plus chroniques. En effet, lorsqu'on a une récidive, on a une activité avec des cellules en plus de l'endothéliite, et à ce moment-là, on peut avoir une kératouvite, et les PCR vont très bien nous aider. Et puis petit à petit, les immunoglobulines vont augmenter, et ça va nous permettre de faire un diagnostic, même s'il n'y a plus de cellules dans les centres où il y a moyen de faire ce diagnostic par le Mann-Whitmer. J'en viens ici au diagnostic différentiel dans ces kératites liées au CMV ou à la rubéole. Les cas de kératite disciforme et de cicatrices débordées dans la rubéole sont assez peu fréquents, tandis que l'endothéliite est particulièrement fréquente dans le CMV, et également les précipitées dans les herpès zoster et herpès simplex sont souvent des précipitées qui deviennent pigmentées une fois que les choses sont un petit peu moins aiguës, donc ça nous aide également. La même chose que je vous disais, l'association d'atteinte de l'iris lorsqu'elle est transilluminée, eh bien, elle pourra faire également ici un petit peu plus penser aux rubéole, qui, contrairement à l'herpès simplex, aura une transillumination diffuse, très discrète, mais peut aider également au diagnostic. Aussi,
Les petites cicatrices au niveau de la rétine peuvent être présentes dans la rubéole et sont jusqu'à 10% des cas. Elles ont un aspect souvent légèrement grisâtre et font une taille d'environ 1 demi-diamètre papillaire et ça permet aussi d'aider à faire le diagnostic. Pour l'analyse différentielle des différentes causes d'uvite, dans les cas de keratouvite, eh bien, on a un petit peu plus souvent, donc, comme je disais, des endothélites dans le cerveau, et comme je le disais également, pour la rubéole, on a quand même des cicatrices jusqu'à 3-4%, donc une cicatrice ne veut pas dire que c'est pas un virus de la rubéole. Alors, qu'en est-il par rapport au traitement? Il y a très peu d'études qui sont des études prospectives, elles sont vraiment rares, et c'est pourtant une maladie fréquente. On a quelques études montrant que, comme je le disais pour la physiopathologie de l'herpès simplex et de l'herpès zoster, le réservoir se trouve au niveau du ganglion. Donc, c'est une prévention qui peut être faite par un traitement oral. Alors, le traitement oral peut être soit du valsiclovir, soit de l'aciclovir. Les doses qui ont été montrées comme efficaces pour le valsiclovir sont 500 mg par jour. Une étude sur les patients cancéreux a montré que si on donnait 500 mg 3 fois par semaine, c'était suffisant. Et la plupart des études sur l'aciclovir reprennent une dose de 400 mg matin et soir et montrent qu'on n'a pas trop de récidive. En ce qui concerne le traitement topique pour l'herpès simplex et l'herpès zoster, donc le traitement topique, c'est pour la kératite infectieuse au moment du dendrite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilité au ganciclovir est la même que celle de l'aciclovir. Dans mon pays, ils viennent d'arrêter le Zovirax en blanc, je ne sais pas si vous l'avez toujours, mais donc on n'a plus. Donc les patients peuvent de toute façon avoir le Virban. On donne en général le Virban 5 fois par jour, et certainement pendant une semaine, en tout cas jusqu'à ce que le dendrite soit parti. Si un patient devient résistant, il devient résistant en même temps à l'aciclovir et à l'enciclovir. Donc, on peut avoir accès à la triclotymidine, qui n'est pas accessible dans tous les pays. C'est donc un problème très important lorsqu'il y a une résistance. Mais donc, il est utile de switcher du ganciclovir à l'aciclovir, puisque c'est le type de résistance. Le traitement donc a été évalué dans très peu d'études et finalement une des rares études est une étude très ancienne, mais qui quand même apporte des choses intéressantes, c'est l'HEDS. Et donc qu'est-ce qu'on a repéré, c'est que l'usage je l'ai fait ici, c'est d'abord le ganciclovir, donc un traitement local plus 3 semaines d'aciclovir, eh bien, pour l'atteinte épidémiale, ça n'apportera rien de plus, puisqu'on sait que finalement, l'aciclovir oral, ça aide à faire de la prévention. Et d'autre part, dans cette étude, un point intéressant, c'est que la stéatite stromaluliritis se développe dans une dizaine de pourcents de patients dans l'année qui suit. Donc ce n'est pas négligeable, donc ça veut dire que ça vaut la peine de prévenir le patient qu'il a un risque de récidive d'une kératite d'autre forme qui devrait être prise en charge et qui peut donner une perte de vision. Donc autant prévenir le patient et essayer de faire un suivi de ce patient. Alors toujours dans cette étude, un autre domaine qui a été pour le traitement de la kératite stromale. En fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait un traitement où ils avaient comparé un traitement corticoïde, puisque je vous ai dit que c'était lié à l'immunité cellulaire T, donc on a effectivement besoin d'un traitement corticoïde en plus d'un traitement antiviral. Et on s'est rendu compte que ça répondait bien, que c'était 68% de réactions favorables chez les patients qui étaient traités, mais seulement ils n'ont traité que 6 semaines. Or, dans l'expérience, les patients avec une kératite stromale, on les traite pendant extrêmement longtemps. Donc après 6 mois, ces patients, forcément, n'avaient plus de différence statistique, parce que faire 6 semaines de traitement avec cortisone et arrêter, forcément, tous ces patients ont récidivé, donc c'était vraiment tout à fait normal qu'à 6 mois, il n'y ait pas de bénéfice. Donc ici, le traitement de ça, ici,
dit, ça n'importe rien. Alors, le traitement de l'endothéliite assez élevé est un traitement qui est un traitement difficile, puisque on doit utiliser des quantités de virulents importantes. Ces patients font des problèmes d'hypertonie importants associés, et on a plusieurs études qui montraient qu'on avait une réponse. Voilà, c'est une réponse difficile, qui met longtemps à agir, et que malgré cette réponse, eh bien, on a des patients qui ne vont jamais tout à fait guérir, et donc c'est une expérience beaucoup plus difficile à traiter que la kératite herpétique. Donc voilà un petit peu une série de messages que je voulais faire passer. Donc important pour la compréhension et pour l'analyse traitée. Effet simplex, effet Zuster, le réservoir, il est au niveau du ganglion basal, donc on traite en prévention par de la cyclovir. Et donc la difficulté, c'est de se dire pendant combien de temps va-t-on traiter. C'est certain que les patients qui ont un traitement avec la cortisone vont avoir nécessité d'avoir en permanence une couverture par antivirale. Même chose pour le CLV. Le CLV, réservoir est dans l'œil, et le CLV n'est pas sensible à la cyclovir, il est sensible au l'encyclovir, donc nécessité de garder un traitement par l'encyclovir topique, et les différents papiers qui sont sortis montrent que c'est un traitement qui n'est pas négligeable, puisqu'il faut 5-6 fois du virulent par jour au long terme, donc c'est difficile d'avoir une bonne compliance. Alors, quels sont les différents types de kératite virale? Eh bien, on a la partie infectieuse avec les dendrites, plus large dans l'herpès simplex, multiple et plus petit dans l'herpès zoster. La perte de sensibilité qui nous permet de faire le diagnostic, donc toujours à tester. Et dans les adénovirus, eh bien, on a ces petites lésions ponctuées au long de la kératite virale active. Une fois qu'on passe en réaction immune par rapport aux différents virus, dans l'HSV, VZV, CRV, on a l'endothéliite et une atteinte stromale au-dessus de l'endothéliite, et puis l'aspect totalement pathognomonique pour le CRV, qui est ces lésions en pièces de monnaie et qui sont endothéliales, avec beaucoup moins souvent une atteinte du stroma. C'est donc l'herpès simplex qui est l'atteinte du stroma en forme diciforme de plus fréquente. Et puis donc, pour l'adénovirus, on a ces lésions de plus petite taille, sous-épithéliale, où on a maintenant un traitement qui est le traitement de la phase aiguë. C'est au moment où la phase aiguë qu'il faut traiter par povidone et cortisone, et pas après, sinon on va prendre des mois et des mois de traitement. Pour le traitement des patients qui vont faire des traités en prévention, j'aime bien le FML qui ne donne pas de problème de cataracte, de problème de glaucome. Alors pour le traitement de l'infection donc orale, acyclovir, donc CRV, comme je disais, topique, valvanciclovir, et pour le traitement de la réaction immune, bien toujours associé le traitement antiviral avec les corticostéroïdes. Sans les corticostéroïdes, ça ne marche pas dans mon expérience. Et donc le CMV, il diffère très fort dans le monde. En Europe, aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de CMV. J'ai quelques patients qui viennent du Maroc qui ont un CMV. Et donc, c'est important d'y penser plus dans certains pays que dans d'autres. En ce qui concerne le Fuchs, dans les pays où les nations ont les yeux clairs, on voit la différence des couleurs des hélices, mais quand les yeux sont marrons, on voit que la différence des précipités. Et donc, comme je le disais précédemment, le CMV est beaucoup plus fréquent en Asie et associé à des lésions qui peuvent être des lésions de kératite stromale. Voilà. Donc, PCR ou l'onadivir, eh bien, ça permet de faire le diagnostic pour des patients qui répondent mal, des patients qui ont des problèmes de glaucome et chez qui on suspecte un CMV ou un herpès zoster. Voilà, donc je sais pas si vous avez des questions. Désolée de vous interrompre. Après la fin de l'atelier, dans le grand amphi, il y aura la remise des médailles avec Tombola. Oui, parfait. Merci. Je sais pas si oui. Concernant
chrétiens sont n'ont pas sujet au CRV. Mais tous les CRV n'entraînent pas le post-Schlossmann. Non. Et pour les post-Schlossmann chroniques, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? pour le post-Schlossmann chronique, beaucoup sont des CMV, mais pas tous, c'est la même chose. Et en fait, maintenant, on a changé un petit peu la classification. Il y a un article l'année passée de la petite salariée qui met bien les choses au point en faisant trois choses différentes. Le post-Schlossmann aigu, la kératoïlite chronique et le Fuchs. Je pense que c'est bien de les séparer en trois. Ce sont les cas chroniques de ces choses-là qui nous donnent le plus de problèmes et dans notre expérience, il faut les traiter très très longtemps, comme les caractères thérapeutiques avec du Vigan plus de la cortisone. Donc c'est difficile. Et du diagnostic et souvent une intervention. Parce qu'ils ont plus de 50% d'évolution dans le glaucome et sont de très très mauvais cas. Donc je pense qu'il faut les opérer relativement rapidement. Bon, c'est quand même opérer. Oui, même opérer, c'est très difficile. Donc on va les réopérer. Il ne faut pas hésiter à les repérer, il ne faut pas attendre parce que ça continue. Mais néanmoins, si ces patients gardent une grande quantité de Vigan, moi j'ai un patient, on ne s'en sortait plus, et puis pendant tout un temps, il est passé à 8 fois par jour, on a dit la cortisone, et finalement il a mieux évolué. C'est la bonne conclusion. C'est pendant la réintervention, quel est le meilleur hypotonisant qu'il faut donner? Dans mon expérience, c'est la somme de tous les hypotonisants, y compris les prostaglandines, parce qu'on ne s'en sort pas, sinon les glaucomes sont tellement mauvais que, bien sûr, nous allons parfois oral, mais ce sont vraiment des très mauvais cas de glaucome. Dans mon expérience, en fait, de tous les cas de glaucome que j'ai, ce sont les pires. Oui, il y a donc il y a des cas bilatéraux, mais c'est pas fréquent. C'est plus fréquent que chez les herpès simplex ou les herpès zoster. Nous n'avons que, je pense, 2 cas sur tous les patients de bilatéral. Et par contre, tous les cas d'herpès simplex bilatéraux ont toujours des patients qui ont eu une inoculation des 2 yeux en même temps. Et on sait le moment ça a commencé sur les stades de l'ordonnance, disent oui, la première formule thérapeutique bilatérale. Mais sinon, il y a beaucoup d'études où c'est des cas, c'est unilatéral. Oui, vraiment. Ouais. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Il faut faire, refaire. On a des mauvais résultats avec un plan d'un mauvais résultat, et on refait jusqu'à ce que ça arrive. Le problème, c'est qu'ils laissent tomber après. Alors, on les prévient d'avance. Que malheureusement, ce sont les cas les plus difficiles de tous nos glucomateux et qu'il faudra tenir le coup. Donc, ça aide quand on prévient d'avance. On dit aux patients, si on ne fait rien, ça n'ira pas. Mais on sait que si on fait, on a de grands risques de devoir faire et refaire. Oui, c'est possible aussi. Et oui. Oui, je sais. Tout est mauvais. Et alors, il y a un article qui est sorti très très récemment montrant que la MSLT ne donnait pas de mauvais résultats dans l'uvéite, ce que je n'ai jamais osé faire chez un patient avec uvéite. Voilà, et donc l'article qui vient de sortir montre que ça ne donne pas plus mal. Donc on aurait un thérapeutique de plus. Ouais. Je sais pas si on a encore des questions. Oui. 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 Oui, en fait. Alors, donc ça n'apporte rien de plus de traiter la voie orale, on traite localement, mais si on veut faire de la prévention, à ce moment-là, on fait par voie orale. Mais si on le fait en même temps, oui, c'est ça, exactement. Mais on peut se dire, alors si le patient est par exemple immunodéprimé, eh bien c'est un cas où on va traiter localement et on va le mettre sous prévention orale. Alors qu'il n'a fait qu'une atteinte superficielle. Oui, donc s'il a un cancer première poussée, parce qu'il a un facteur de risque d'immunosuppression, soit par SIDA, soit par cancer, avec chimiothérapie, et à ce moment-là, on a un traitement préventif.
parce que sinon ça s'éteint. On évite la toxicité. Alors oui, donc ça c'est une très très bonne question. Donc la voie orale permet d'avoir moins de toxicité. Et alors très curieusement, nos patients avec un CNV, c'est quand même la preuve qu'ils ont moins de perte de sensibilité, parce qu'avec leur Virigan 6 fois par jour, et bien finalement ils ont très peu de kératite ponctueuse superficielle. Donc probablement qu'ils ont beaucoup moins de perte de sensibilité. Mais il n'y a pas d'étude qui étudie et qui compare. Mais dans mon expérience, c'est très très différent. La même patient qui avait une surface très altérée, je me suis dit, il n'a jamais continué son traitement, et finalement, la compliance n'est pas si mauvaise. La durée de ce traitement, alors, c'est une très très bonne question. Très 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 longtemps. Beaucoup de patients, même si on diminue très très doucement les corticoïdes, font une récidive. Moi, j'ai des récidives, même après un an, de au moins 50% de patients. Il est des années qu'on arrête la corticothérapie. Oui. Avant. Oui, mais souvent ils font des récidives qui sont des récidives immunes et pas des récidives. J'ai très peu de récidives infectieuses, j'en ai. Et j'en ai très très peu aussi pendant l'ensemble du traitement des récidives infectieuses. Parfois on en a parce que le patient nous dit qu'il a arrêté son traitement, qu'il a combien les corticoïdes, qu'il a arrêté son traitement préventif. Alors, donc c'est une question aussi. Pour l'adénovirus, le meilleur traitement pour tout prévenir, pour guérir l'OML et pour ne pas avoir du tout de réaction immune, c'est isobétadine diluée à 50% et de cortisone. Donc isobétadine dans la cortisone, on la mélange, les patients très très bien. Comment Alors en fait, j'avais calculé d'après l'article là, que ça faisait 5 gouttes, je crois, dans 5 millilitres. Il faut calculer d'après l'article, mais donc, même il y a un article. Alors, il y a. Souvent, c'est ce que je fais parce que voilà, mais théoriquement, il faut prendre le 50% fait pour ce qu'on appelle en chirurgie oculaire, et donc le patient n'y a pas accès, donc c'est difficile. Et donc, théoriquement, on n'est pas censé prendre l'isobétadine thermique, mais en pratique, ça marche pas. En fait, le seul article qui est une étude prospective est un article qui montre que c'est l'association cortisone et qui a donné vraiment des bons résultats. Et donc, absolument la phase aiguë. Une fois qu'on a l'atteinte stromale, c'est fichu. Et à ce moment-là, on en a parfois plus longtemps. Les patients qui ont duré plus longtemps, c'était 8 ans, des patients qui commençaient à arrêter chaque fois. Et donc, j'ai des patients qui finalement ont une cornée qui a fini par être traitée des années après, et combattait le traitement souvent pour 6 mois. Parce que le patient avait des lumules, donc je traite que quand c'est tout à fait central, c'est périphérique, et donc une fois que les lumules se sont mises en route, et donc la cyclosporine, quand on y a accès, qu'on peut la préparer dans le nitromycin, peut aider chez les patients qui font des hypertonies. Et dans les lumules post-adénovirus, la chlorméthodone marche bien, parce que finalement, la chlorméthodone, ça agit très très bien pour la kératite. La puissance, je compare, est puissance 35 par rapport au Predfort et par rapport au dexaméthasone, puissance 35. L'hydrocortisone, c'est puissance 1, donc c'est beaucoup moins. Mais la chlorméthodone, une fois qu'elle arrive en champ antérieur, est détruite. Et à ce moment-là, elle ne donne que très très peu d'hypertonie. Par rapport à l'uvite, c'est tout à fait inutile, ça ne marche pas du tout. Et donc ça marche bien. Et ça aide bien. C'est un médicament de choix pour la kératite superficielle. La kératite profonde. À quelle dose vous la donnez alors, en dessous de 3 fois, je n'ai pas de résultat. Donc, on commence avec 5 fois, mais vraiment, si je n'ai pas 3 fois, je n'arrive pas à faire partir les lumules. Et donc, je dis aux patients, inutile d'essayer, ça ne marche pas en dessous de 3 fois. Si un jour vous oubliez votre 3e fois, vous mettez une 4e fois le lendemain pour rattraper. Parce que sinon, on tourne en rond, on n'y arrive pas. Et vous restez à cette forte dose à combien de temps? Jusqu'à ce que les lumules soient parties à 100%. Tant qu'on voit des lumules, tant qu'on voit des lumules, ça repart et on est reparti rebelote et on n'en finit pas. Donc il y a vraiment des sorties. Et sur la brutalement, on récidive chaque fois. Donc, brutalement, pour aucune des kératites, ce qui est brutal ne marche pas. Ouais. Ah oui, sinon, c'est récidive garantie. Est-ce que vous avez remarqué que les poussées herpétiques chez les femmes, c'est au cours de la menstruation? Alors oui, il y a un petit facteur qui stimule absolument. Oui. Donc il va falloir commencer
faites avant, la veille de la Alors, consultation. il y a des femmes qui savent qu'il y a un facteur, c'est pas chez toutes les femmes. Je demande aussi aux personnes qui ont des caractères diabétiques qui sont guéries depuis longtemps, s'ils font une grosse fièvre, s'ils font une période de grand stress, de reprendre une prévention. Donc ils ont une boîte et ils essayent, donc on arrive petit à petit. Oui. Oui. Et qui a fait un donat facial sans atteinte au crâne, rien que sur le carnet, donc il n'y a pas de véhicule. Il garde des petits soucis de sécheresse de surface. Pour sa chirurgie de cataracte, est-ce que vous les renouvelez tous Donc pour les patients qui n'ont pas fait de problème, je leur demande s'ils ont une atteinte nasale. Alors dans ces cas-là, je fais une prévention. S'il n'y a pas une carte de l'atteinte nasale, je n'en fais pas du tout. Oui. Alors, pour les opérations, par exemple, de gens qui ont une kératite herpétique, mais par exemple, je prends les gens qui ont une kératite herpétique, les autres, je ferai pareil, je pense. On n'a eu aucune récidive chez aucun de nos patients opérés, en commençant 2 jours avant avec 5 fois acyclovir oral à 800, donc une dose pleine, que je fais depuis l'avant-veille, le jour même, les jours qui suivent, et on n'a eu aucune récidive. Alors, après, je couvre, donc je couvre pendant une semaine dose pleine, mais je suis tranquille, et puis après je fais la dose d'entretien qui est 2 fois 400, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cortisone, et on a eu zéro, on n'a jamais eu un seul patient, et on en opère tout le temps. Donc on est vraiment bien protégé. Alors, non, de l'autre côté, on ne protège pas. D'accord, c'est l'opposé. Alors c'est bon. Voilà. Voilà, je vous remercie.